vient de tout passer, on est Kurdes, on n'en peut plus, on est trop contents. Donc on a un système un peu bricolé, dans l'absolu maintenant c'est un peu plus fiable. Pour l'instant, le Kurdistan a l'air d'un pays extrêmement normal. Énormément de belles âmes qui sont en mode genre, vous avez besoin d'être, je suis là quoi. On a installé notre batterie et on a réparé notre pot d'échappement. Les personnes qu'on voit sont immensément adorables. Donc on est très heureux d'être là, on a hâte qu'il fasse beau pour qu'on puisse pleinement en profiter. Ah, qu'est-ce que c'est bien là. Le voyage commence. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de notre voyage entre le Kurdistan et l'Irak fédéral. Dans cet épisode, on passe d'ailleurs du Kurdistan à l'Irak fédéral. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus dans un mood visite et rencontre. On commence cette vidéo à Lalish, qui est un petit village qui est assez particulier. Pour donner un peu un ordre une comparaison, ça serait un peu comme la Mecque en islam, pour donner l'importance de cet endroit. Et on dit que tous les Yézidis doivent au moins, une fois dans leur vie, aller dans ce village. Donc c'est un lieu vraiment très important. On a eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir visiter ça. Alors, on est au village de Lalish ou Lalèche, ça dépend comment vous le dites. C'est le village d'un peuple qui s'appelle les Yézidis. Quoi ? C'est pas leur village, c'est un... Vas-y, continue. T'as l'air d'être bien plus renseigné que moi. Non, vas-y. On est où, Bibou ? C'est du coup le centre du monde d'après les Yézidis. Et c'est un village avec des tombeaux. Et c'est un endroit de pèlerinage surtout pour eux. C'est un village du coup qui est un peu enclavé dans les vallées au Kurdistan, qui est très beau. Et en fait, il a quelques particularités. Déjà, il se fait intégralement sans chaussures, donc pieds nus, peu importe la météo. Et en hiver, au Kurdistan, il fait vraiment pas très chaud. Il y a quelques particularités autres, c'est qu'un des symboles, c'est du coup le serpent, qui, contrairement à dans l'imaginaire biblique, là, il représente la protection, la continuité de la vie, etc., et la sagesse. Et il y a aussi un autre symbole qui est très important, c'est le soleil, qu'on retrouve notamment sur le toit des maisons, qui sont en forme de cône. Du coup, on a eu l'occasion d'avoir le temple principal qui était ouvert au moment de notre visite, donc on a pu y entrer. Et on a découvert du coup d'autres traditions des Yézidis, qui est d'ailleurs une religion monothéiste, c'est pas du tout polythéiste, c'est monothéiste. On a découvert du coup, entre autres, la tradition de toujours passer le seuil des portes par le pied droit sans jamais s'y appuyer. C'est-à-dire qu'on doit toujours enjamber les seuils de porte avec le pied droit d'abord, parce que dans la religion yézidi, il y a cette croyance très forte qui est que les anges se reposent sur les seuils de porte et que du coup, il ne faudrait pas les écraser en franchissant des seuils. Et autre tradition, c'est celle de faire des vœux en nouant des tissus. Donc dans le temple, il y a plein de tissus qui sont noués autour des piliers du temple. Et en gros, quand tu fais ton vœu, tu fais un nœud et tu dois surtout, avant ça, dénouer le nœud de quelqu'un d'autre pour que son vœu à lui s'exauce. Et dans ce temple, notamment, il y a une source d'eau chaude qui sort de terre, qui est vraiment impressionnante. C'est vraiment genre dans une toute petite grotte, on doit être courbé pour la voir. Et on sent vraiment la chaleur de la source. Et ça illustre la vie, l'origine de la vie au sein de ce temple. On vient de sortir du village. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que comme malgré tout c'est un peu difficile quand on est un peu un newcomer comme ça de ce peuple et de cette religion, de bien cerner l'importance du village. Mais on a pu voir le temple, un des temples principaux qui était vraiment sympa, avec la source. Ça c'était assez impressionnant, c'était vraiment joli. Et oui, malheureusement du coup on est trop étranger à toute cette culture-là pour vraiment tout comprendre, mais donc ça donne envie de se renseigner davantage. On a vraiment beaucoup apprécié la visite de ce village. Comme on le dit en vidéo, c'est vrai que en étant totalement néophyte de cette religion dont on n'avait jamais entendu parler avant, c'était un peu difficile de se représenter l'importance des choses pour la communauté yézidi. Mais une des choses à laquelle on n'a pas pu passer à côté, c'est les persécutions qu'ont subies le peuple yézidi durant l'hégémonie de l'État islamique entre 2014 et 2017. On estime qu'il y a entre 5 000 et 10 000 yézidis qui ont été tués par Daesh et 6 000 femmes et enfants qui ont été enlevés, souvent pour devenir esclaves sexuels.
cause de Bibo, on n'a plus de légumes. Oh. On sera obligé de manger un kebab ce midi. Oh. Qu'est-ce que c'est mignon. Ah, c'est trop mimes. On Mais- peut lui donner l'autre. Là, on vient d'arriver au monastère Mar Mattai, qui est du coup un monastère perché à la frontière entre le Kurdistan et l'Irak fédéral. Donc, on passera la frontière tout à l'heure. On ne sait pas à quel point c'est une vraie frontière, mais il y a quand même des visas différents, donc probablement il y aura quand même pas mal de contrôles. Et là, on va visiter tout ça. Il y a absolument personne, on est les seuls. Avant de passer cette frontière, on s'était demandé si en fait les Irakiens de fédéral, du coup, ils pouvaient aller au Kurdistan et inversement. Et en fait, nous, on a eu une vraie frontière, on a eu pas mal de contrôles, mais je pense parce que du coup, on est touristes. Mais eux, ils avaient l'air de traverser comme si c'était un checkpoint normal, donc ça a l'air de circuler plutôt normalement. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on a mis une story quand on est arrivé ou quand on a quitté le Kurdistan. Et on avait croisé un Syrien en Cappadoce à Kayseri qui nous avait aidé, un garagiste. Et en fait, il nous a répondu à la story en disant il n'existe pas un tel endroit que le Kurdistan, c'est juste un endroit rempli de terroristes. Lui, pour le coup, était syrien. Donc les Kurdes, ils sont entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak. En Irak, c'est le seul endroit où ils ont vraiment une région autonome. Et donc, il y a pas mal de Kurdes qui viennent du coup des 3 autres pays qui viennent se réfugier au Kurdistan. Et du coup, ça reflète quand même l'acceptation de la région autonome kurde, qui est un peu difficile pour certains. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout osé évoquer avec les Irakiens de l'État fédéral. Parce que c'est un sujet sensible, c'est quand même une autonomie qui est critiquée ou contestée par plein de personnes, notamment du coup ce Syrien qui, lui, est plus touché par la question du Rojava en Syrie. Mais on sent que c'est une question quand même qui cristallise le désaccord, on va dire. Ça, c'est Bibou qui essaye d'améliorer la qualité des vidéos avec une nouvelle caméra. Enfin, juste les vidéos en double, du coup. Donc là, du coup, on est au monastère de Mar Mattai. Encore une fois, on est hyper étonné de constater qu'il y a à ce point une multitude de cultes différents. On a cru comprendre que c'était le gouvernement kurde qui permettait du coup cette protection-là à toutes les religions de pouvoir s'exprimer dans cet état autonome. En visitant du coup le village de Lalish et le monastère de Mar Mattai, on a noté un truc qui est quand même très important, c'est la protection des endroits religieux. Il y a vraiment des checkpoints militaires avec des... Enfin, ils sont lourdement armés et surtout ils contrôlent le flux de voitures qui y va. Et ça, c'est vrai que ça nous a vraiment impressionnés. Et en même temps, c'est pour le mieux parce que c'est des minorités qui ont été très fortement ciblées par Daesh, à nouveau entre 2014 et 2017. Et cette protection-là des minorités religieuses, elle s'inscrit dans la constitution irakienne de 2005 qui permet à toutes les minorités religieuses d'exercer leur culte au sein de l'Irak. Et après, pour ce qui est de la beauté architecturale du lieu, c'est vraiment pas ce qu'on préfère, mais c'est bien que ça existe, disons. C'est assez, en fait, majestueux quand on est dans la vallée, de voir cette espèce de gros bloc qui se détache de la roche. C'est assez stylé pour le coup. Mais une fois qu'on est dedans, oui, c'est vrai que c'est un petit peu une pâle copie de l'ancien, finalement. Voilà. Mais ça a le mérite d'exister, donc c'est chouette. il est venu le temps de vous parler des checkpoints. C'est un gros point pendant ce voyage en Irak. En fait, au Kurdistan, on n'y a pas été trop confronté. Il y en avait de temps en temps, mais ça se passait toujours très bien et en 5 minutes. Et juste, ils regardaient les passeports, ils nous demandaient d'où on venait, si tout allait bien et on passait. Et là, du coup, on passe en Irak fédéral. En fait, c'est un petit checkpoint qui ne paye pas de mine. Et en fait, il y en a un pour sortir du Kurdistan, un pour rentrer en Irak fédéral, comme un peu une vraie frontière. Et là, d'un coup, on sent qu'il y a un changement radical, que ce soit en termes de moyens. C'est beaucoup, beaucoup plus pauvre. Ils ont vraiment des vieux préfabriqués, même leurs armes, leurs voitures, etc. Tout est beaucoup plus vieux. Et en tout cas, le premier est un peu plus rude. Mais tout se passe bien. Et donc après, on se dirige vers Mossoul. Et là, on a le droit à un flourish de checkpoint. On a un tous les, 5-6 kilomètres. Et ça n'arrête pas. Alors, Bibo, est-ce que tu peux nous raconter ce passage de frontière un petit peu différent de d'habitude ? Donc là, on vient de rentrer en Irak fédéral. C'était un checkpoint, tout ce qu'il y a de plus classique. Si on ne s'était pas renseigné avant, on n'aurait même pas pu deviner qu'on rentrait en Irak fédéral. Ils ont juste regardé les passeports. Ça a duré
30 secondes. Et toutes les voitures, pour le coup, je me posais un peu la question si est-ce que les Kurdes ils pouvaient aller en Irak fédéral et inversement facilement. Et en fait, ça a l'air d'être carrément le cas, quoi. Et là, on arrive à Mossoul, qui est tristement... Ah bah, il y a un autre contrôle. Ah ouais. Du coup, il y avait 2 checkpoints, un pour sortir du Kurdistan et un pour rentrer. Mais là, il y a un nouveau checkpoint, donc on va s'arrêter de filmer. Et ouais, tous les gardes sont armés. Alors, je reprends la main du Fatcam qui ne peut pas en fait se clôturer avec tous les checkpoints. Là, il posait des questions bien plus pratico-pratiques. Si on était mariés. On a eu aussi la question, est-ce que vous aimez la Beautiful Irak? Donc bien sûr, tu réponds oui. Maintenant, on ne peut plus dire Kurdistan, il peut dire Irak du Nord. Encore un checkpoint. On n'est même pas à Mossoul, on a dû faire à peine 10 bornes. Et ça nous a permis surtout de nous rendre compte de la différence de surveillance en gros entre le Kurdistan, où on sent que le climat est un peu plus apaisé qu'en Irak fédéral, où vraiment, pour nous, et vous le verrez dans d'autres vidéos en Irak, les checkpoints c'était un peu notre hantise, ça nous faisait perdre des heures. Franchement, à l'échelle de trajet, c'était genre, ça se comptait en heures. C'est juste qu'on a découvert qu'en gros, ça allait être beaucoup plus difficile de circuler librement en Irak fédéral qu'au Kurdistan. Et le choc a été marqué justement par cette frontière. Donc là, on vient d'arriver à Mossoul depuis quelques heures. Et c'est un peu sport pour l'instant, que ce soit la conduite, les gens, etc. C'est marrant, mais... Et donc là, pour le coup, en grande différence avec le Kurdistan, toutes les femmes sont voilées au-dessus de 12 ans, quoi. Donc, je me voile aussi, du coup. Mais c'est vrai que genre là, pour le coup, c'est genre hyper agressif parce que genre on arrive dans une giga ville alors qu'on était dans la campagne vraiment il y a 2 heures, quoi. Et il y a tellement de monde et d'agitation. Et c'est tellement différent alors que genre c'est géographiquement le même état, quoi. Pour expliquer cette scène, c'est vrai qu'on se retrouve complètement catapulté dans cette périphérie de Mossoul. C'est extrêmement dense, les gens sont très gentils comme d'habitude, vraiment c'est genre le truc qu'on peut dire toute la vidéo. Mais c'est vrai que du coup on se prend une vague d'interaction à laquelle on n'était pas trop habitué et qu'on s'est assez mal géré, je crois. Et donc passé ce choc et l'achat de bouffe au bazar, on décide d'aller pique-niquer en périphérie dans les champs. Et une fois de plus, on est confronté du coup à cette histoire de checkpoint puisqu'il est impossible sans justification valable, et donc le pique-nique n'en fait pas partie, de quitter Mossoul. Bon, vous avez déjà parlé des militaires qui sont genre giga chiants, mais en fait ils nous laissent pas faire ce qu'on veut. Évidemment, genre on peut pas aller camper. Et c'est trop pénible. Et c'est la deuxième fois qu'ils font ça, genre ils sont juste hyper stressés alors que tout va bien. Genre on n'a pas le droit de sortir de la ville, quoi. C'est trop weird, genre on est bloqués dans Mossoul, ils nous ont dit vous pouvez pique-niquer à côté de nous, j'étais en mode moyen, quoi. Et c'est vraiment, ça a l'air d'être beaucoup comme ça, ils sont très stressés ici de voir où on va, ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et genre toute action qui leur semble pas légitime ou justifiable, c'est genre trop difficile à expliquer, quoi. Bref, on vous tient au jus. En gros, pour nous, le militaire qui est en charge du checkpoint va envoyer un petit WhatsApp à son leader et la réponse tombe, non, on ne pourra pas aller pique-niquer dans les champs. Et du coup, le militaire qui est en face de nous, lui, il est vraiment désolé parce qu'il dit, moi, je veux bien vous laisser partir, mais mon boss je ne peux pas, c'est les ordres. Du coup, juste on lui dit, tant pis, on fait demi-tour. Et sauf qu'entre-temps, ça a duré quand même assez longtemps d'avoir la réponse du boss. Il a pris du coup notre Instagram et en fait, il a vu qu'après, on s'est posé en ville à Mossoul, dans un parking. Sur Instagram, il nous a envoyé un message en français en nous disant, désolé, je ne faisais que exécuter les ordres. Moi, je vous aurais bien laissé partir, mais je ne peux pas, etc. Chaque quartier, vraiment, commence par un barrage, un checkpoint. Nous, du coup, on se fait arrêter systématiquement. Je veux dire, il y a extrêmement peu de barrages où on s'est pas fait arrêter. Ouais, c'était moins de 5, je pense, sur tout le voyage, et il y en avait vraiment une centaine, honnêtement. On a fini par trouver un petit parking au centre de Mossoul. Le seul point, c'est qu'il n'était pas gardé, et ça a toute son importance. Il est 22h et on était en train de se préparer à aller dormir et là je vois 2 policiers qui arrivent sur le parking et là ils nous ont dit faut pas rester ici, etc., c'est interdit. Et après ils nous ont mimé Daesh en montrant des grandes barbes. Des grandes quoi? T'as pas vu, il y avait Daesh en faisant comme ça, en montrant une barbe. C'était hilarant, t'as raté. J'ai entendu Daesh. Et du coup ils nous ont dit après il faut partir, il faut pas rester ici parce que c'est pour votre sécurité, ce quartier n'est pas sûr. Il y a des risques de terrorisme. Voilà. Genre les militaires, pour notre protection, sont contre nous en permanence et que genre du coup ils sont toujours à nous surprotéger, et ça on en avait pas mal entendu des retours de ce type. Moi je sais pas s'ils nous voient entre guillemets comme une menace
Est-ce que par principe, ils n'ont pas le droit d'avoir quelqu'un sur le parking et du coup ils nous virent? Alors, on est arrivé à bon port? Ouais. Finalement, à force de recherche, on trouve ce petit parking au centre de Mossoul, placé dans les décombres d'anciennes bâtisses détruites par les bombardements, on le suppose. Et on était avec du coup des super gardiens. Et surtout, on avait un petit chat avec nous. Et ça, c'était trop chouette. Qui a dormi avec nous dans le van, À alors deux qu'il y avait le reprises. chien dedans aussi. À 2 reprises. Il est bien fixé ce cadre de lanterneau, il tient un gros patachon comme lui. On est le 21 décembre. Donc on a dormi sur le parking sécurisé dont on vous parlait. Et ce parking se situe au milieu d'immeubles détruits. Donc c'est assez particulier en vrai comme endroit. On est dans les décombres en fait. De belles bâtisses qui sont complètement éventrées. Il y a des vêtements qui sont pris dans les pierres. Donc c'est toute une ambiance un peu weird. Mais on a hâte d'aller voir cette ville, d'aller voir comment elle se reconstruit, d'aller voir les gens qui la peuplent. Voilà. Mossoul, c'est une ville vraiment qu'on a adoré visiter. On y est resté 3 jours. On était du coup dans le vieux Mossoul. C'était magnifique et on a eu un accueil vraiment très chaleureux de tout le monde et les gens étaient vraiment heureux de nous voir, que ce soit juste pour nous dire bonjour, pour nous demander d'où on venait, etc. On a vraiment été tout le temps invités à boire le thé, à manger un bout. Hello. Et donc on a visité la vieille ville qui est donc complètement en ruine. C'est en train d'être reconstruit, mais il y a tellement à faire que c'est vraiment titanesque. Ça va prendre des décennies, je pense. C'est trop cool et en même temps c'est super intense, mais genre intense de positif. Il y a énormément de gens qui nous disent bonjour, qui veulent prendre des photos avec nous. D'ailleurs, on vous mettra les photos avec tout le monde à la fin de la vidéo. Et c'est trop bien, il y a des enfants qui nous disent bonjour, qui prennent des photos avec nous, il y a de leurs parents qui les poussent pour qu'ils aillent nous serrer la main et tout. C'est hyper gentil, on se sent vraiment très bien accueillis et ça pour le coup c'est déjà un sentiment qu'on avait eu en Irlande du Nord. Et donc en effet c'est bien délabré à beaucoup d'endroits. Je vous en avais déjà un peu parlé ce matin. C'est assez émouvant. Moi, je ressens vraiment genre ce truc de... Enfin, ouais, c'est genre vraiment glauque à certains moments et endroits. Mais juste le fait de voir tant de monde content de nous voir, ça fait vraiment plaisir. Et je trouve ça bien qu'on soit là, en fait. On a eu la chance de rencontrer un prof d'anglais qui était chrétien et qui vivait du coup dans l'ancien quartier chrétien. Il nous a fait visiter tout ce quartier qui est un des plus touchés. Et donc, évidemment, parce que toujours, les minorités religieuses ou ethniques ont vraiment été systématiquement ciblées par Daesh pour être détruites. Parce que du coup, il y avait quand même, de la part de Daesh, l'envie de propulser l'islam comme religion universelle. Et tous ceux qui étaient considérés comme des personnes idolâtrant un dieu qui n'était pas Allah ou qui pratiquaient une autre religion, comme le christianisme, étaient particulièrement ciblés par les attaques de Daesh. Et en effet, du coup, ça s'est particulièrement ressenti dans ce quartier-là, où toutes les églises étaient détruites. Et malgré tous ces décombres, on a pu voir franchement des merveilles. Enfin, cette ville avait l'air d'être absolument sublime. Il y avait un savoir architectural et un patrimoine, mais franchement dingue, que ce soit des frontons de portes, des colonnes, des arches à l'intérieur, même la façon dont les ruelles étaient agencées et tout. Enfin, c'était vraiment magnifique et en même temps désolant de voir à quel point ça avait été détruit, quoi. Mais franchement, Mossoul, c'est, je trouve, un des plus beaux endroits qu'on ait vu en Irak. Un des plus agréables à parcourir, malgré du coup le passé tragique de la ville. C'est une des premières fois qu'on sortait vraiment la caméra en ville. Moi, j'étais très sceptique, mais on a tenté. Et en fait, ça a complètement, au contraire, brisé vraiment la glace par rapport à ça. Et les enfants, même les adultes, étaient très contents. Et ils nous montraient des trucs.
Et donc comme on vous disait, cette ville elle est en train d'être reconstruite parce que forcément il y a beaucoup de boulot et en fait surtout elle est séparée par un fleuve, je sais plus lequel c'est. En gros il y a toute une partie qui est du coup la vieille ville qui est la plus touchée, qui est devenue extrêmement pauvre. Il y a juste une mosquée qui est en train d'être reconstruite parce que c'est du patrimoine, mais surtout de l'autre côté, donc sur l'autre rive, c'est beaucoup plus récent et c'est surtout beaucoup plus riche. On a noté qu'il y a aussi un peu une discrimination du coup de ceux qui sont beaucoup plus pauvres et qui vivent dans le vieux centre et qui n'ont pas les moyens de déménager de l'autre côté. Et d'ailleurs, on a croisé du coup le monsieur qui nous a fait visiter le quartier chrétien, qui lui pour le coup était extrêmement dur à l'égard du coup de cette zone de Mossoul. Il disait qu'en gros il fallait pas parler aux gens, que c'était que des voleurs, qu'on était en danger dans le quartier et tout. Et aussi je trouve, c'est un truc qu'on pourrait dire, c'est que la plupart du temps on se sentait à l'aise quelque part et c'est les gens qui venaient nous dire que c'était dangereux là où on était. Et on a vraiment eu ce truc de, en fait, on se sent pas en insécurité, mais des gens qui ont peur pour nous viennent un peu nous foutre le stress quoi, alors que c'est franchement pas nécessaire à plein de moments. Et en fait je pense que ça c'est dans le monde entier de dire que un peu fais gaffe à ton voisin quoi, et c'est toujours moi je suis gentil mais eux dans cette rue fais attention quoi. Et par contre il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est la situation des enfants en Irak et ça nous a beaucoup sauté aux yeux à Erbil et à Mossoul, c'est normal, c'est 2 grandes villes donc forcément les écarts de richesse sont beaucoup plus visibles. Et au niveau des enfants, il y a un rapport de l'UNICEF qui date un peu maintenant, qui s'appelle Nulle part où aller, qui est sorti en 2017 et qui fait état de toutes les exactions, toutes les persécutions qu'ont subi les enfants en Irak entre 2014 et 2017. Beaucoup d'enfants qui sont devenus orphelins, qui sont obligés de mendier, qui sont obligés de travailler. Il y a Amnesty aussi qui a publié des documents au sujet du travail des enfants qui est normalement interdit avant 15 ans en Irak par la loi irakienne et qui en fait dans les faits c'est impossible à respecter. Les familles ont besoin d'argent et tous les enfants en âge de faire un truc qui puisse rapporter un peu d'argent, le font quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer le programme de la journée ? Déjà on est le 22 décembre. Et là hier on se baladait à Mossoul et on a rencontré quelqu'un qui du coup avait aussi les cheveux longs et donc il nous a abordés et qui nous a dit ah t'as les mêmes cheveux que moi et il nous a dit parlait à Bibou, moi j'ai caché mes cheveux. Ouais. Et en fait c'est quelqu'un qui nous dit ça en anglais, qui nous dit ah sympa tes cheveux, on a les mêmes, qui a du coup aussi un chignon comme moi, les cheveux longs. Et juste du coup on commence à parler avec lui, il nous apprend qu'il vit en Autriche, donc on échange aussi un peu en allemand, il parle parfaitement anglais. Et il nous dit qu'il habite du coup en Europe, mais qu'il est d'ici de la région de Mossoul et autour. Et il nous invite en fait à venir manger chez lui le lendemain, parce que là du coup on est dans l'après-midi. Il nous dit venez demain midi, c'est sur votre route, c'est sur la route de Bagdad, c'est vers le sud. On accepte. Et c'est trop cool, on va voir son village du coup et on va un peu discuter sans doute. Donc c'est trop bien, c'est une grande chance pour nous je pense d'avoir un gars qui veut bien nous montrer son village d'enfance, etc. On se rend chez lui après pas mal de péripéties parce qu'il faut savoir que les checkpoints qu'on vous a dit, dès qu'on est sur un axe principal et qu'on donne une direction claire qui fait sens pour eux, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on quitte cet axe, c'est un problème. Et là du coup on a quitté l'autoroute, checkpoint au bout de 500 mètres, ils nous arrêtent. Ils nous disent vous allez faire quoi là-bas ? On essaye de faire simple, de dire on va pique-niquer, etc. Ça passe pas. Au bout d'un moment on dit on va voir un ami, ils disent ok appelez-le. Du coup on l'a appelé. Et là, ils ont échangé pendant vraiment un moment, c'était long. Et lui nous a dit, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que, en fait, il est du coup responsable de nous si jamais il nous arrive quelque chose. Et donc, on a pu passer ce checkpoint, on a pu arriver chez lui. Et là, très en retard. Ouais, voilà. On est arrivé en début d'après-midi, toute sa famille a déjà mangé, mais nous attendait. Et en fait, la journée s'est trop bien déroulée. On était avec toute sa famille, avec son frère et avec les enfants aussi, de tout le monde, quoi. Ouais, tous ses cousins, ouais. etc. Et c'était trop chouette. Ils nous ont montré les berges du Tigre, qui était vraiment sympa. On a fait une petite promenade un peu dominicale tous ensemble, c'était vraiment marrant. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada. Wow. Et de quoi on va jouer aussi du coup ? Con toda caricia. Me acerco al agua. Après, ils nous ont ensuite emmenés fumer la chicha en hauteur avec la vue sur leur village. On a fait un petit feu de bois, on a dansé, on a chanté, on a mangé des baklava. يقعد حظي مرة عمره حظي ما قعد وكله قلبك يلين
يعشق كل السنين ضام لك حضنة قوية كون شوقك يا الحنين بعدك الروح انتهت ويمك الدنيا ابتدت وكون وجهك يبقى يم وجهك الحظ والبخت انت من الله واحد بس يمك واحد يا سنة قلبي وبدونك قلبي ما عنده سنة Et après, on est retourné chez la mère d'Annie qui avait fait à manger. Donc on a mangé. Du coup, on a une vidéo de ça où il présente les plats qu'on a mangés. Donc c'est trop cool. On va manger chez la maman de Annie. Et waouh, on a C'est un petit repas. ça pour nous. C'est trop bien. It's like a tutorial. Here, chicken with melanzani with tomatoes, Ok. rice, okra with tomato sauce, and that's it. Et on a fait une soirée domino. C'était très très chouette. Et c'était vraiment une superbe journée orientée autour de la bouffe, mais surtout orientée autour de la rencontre et du partage. Et c'était vraiment vraiment chouette. Merci encore d'ailleurs à Annie de nous avoir permis de vivre ça. Et on est parti le lendemain matin. Après avoir dit qu'on ne voulait pas déjeuner, ils nous ont dit on vous a rien fait, mais ils ont quand même fait une énorme assiette chacun. Mais bon, ça c'était toute la journée. On espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de rendre ça un peu plus joyeux que la précédente. On vous dit à dans 2 semaines pour la suite de l'Irak, puisque maintenant on n'a plus de vidéos à Oman à intercaler toutes les 2 semaines. Donc ça va s'enchaîner un peu plus rapidement, l'Irak. Et si vous avez vu la vidéo d'il y a 2 semaines, normalement vous savez qu'on fait demi-tour. Donc nous retournerons en Irak. Donc les vidéos en Irak sont loin d'être finies. On vous fait des bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Bisous les bibous. كل شي بعدك ما ضبط حتى لو زعلك قلبي ابنك اعتبره غلط جيت جايب لك ورد ارضى عنه ولا تصد حتى لو تطردني هسه خطوه ما راح ابتعد غيم فرقاك والم والله موتني الندم موت مشتاق